Voilà, on va commencer un nouveau volet avec au final de la réduction, mais de la topologie. On va essayer d'utiliser l'outil topologie dans la réduction. Pour partir d'un bon pied avec ces histoires-là, il faut savoir munir un espace vectoriel réel ou complexe, d'accord, d'une certaine topologie. Ce qu'on va appeler la topologie normique. Voilà. Il faut travailler sur R ou C. Il faut savoir munir Rn d'une topologie. Mais attention, quand je dis Rn, c'est pas Rn en tant qu'ensemble, Rn en tant qu'espace vectoriel. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine compatibilité avec l'espace. D'abord, ça va nous permettre de mettre ici une topologie sur Cn, parce que finalement Cn c'est rien d'autre que un certain, bon, c'est un espace vectoriel réel, d'accord? Donc bah oui, c'est R de N. Ça va nous permettre de travailler sur des matrices, de faire de la topologie sur des matrices, hein, et puis sur des polynômes. Alors étant donné qu'on est en dimension finie, il faudra que ces polynômes soient de degrés bornés par un certain n. Bon, ne jamais oublier dans cette histoire qu'il y a deux choses fondamentales, la dimension finie d'une part et le fait qu'on est sur R ou C qui sont des corps complets. Alors, on va utiliser pour la topologie quelque chose d'assez typique, hein, bon, il y a une certaine partie que je vais laisser à l'analyse, mais c'est les normes. En fait, une norme, c'est une application qui va vérifier certaines propriétés dont on va parler, qui va de Rn dans R+, et l'idée, c'est qu'une norme va définir une topologie. Mais pour l'instant, une norme définit une topologie, mais cette topologie est a priori dépendante de la norme. Comment elle définit une topologie? Comme d'habitude, en passant par une distance. C'est-à-dire qu'une norme va définir une distance, c'est-à-dire la distance de deux éléments de Rn, x et y, ça va être la norme de x moins y, ou la norme de y moins x, c'est pareil. Donc la norme définit une distance, et comment une distance définit une topologie? Eh bien, de la manière suivante. Hein, on va définir des boules ouvertes. Donc ici, les boules centrées en x0 de rayon petit r, boules ouvertes, hein, c'est l'ensemble des x tels que n de x moins x0 est strictement inférieur à r. Hein, d'accord? Entre parenthèses, on appellera B la boule ouverte 0, 1, définie par la norme. Et la topologie, comment on définit une topologie? Avec des ouverts, en définissant des ouverts de Rn, un ensemble, une partie de Rn est appelé ouvert si pour tout x0 dans cet ensemble, on va l'appeler U, on peut trouver une boule ouverte dans U, incluse dans U et centrée en x0. Voilà. On vérifie que ça définit bien une topologie, c'est-à-dire que la réunion d'ouvert, c'est bien ouvert, et l'intersection finie d'ouvert, c'est encore ouvert. D'accord? Donc ça, c'est pas difficile à montrer. Voilà. Maintenant, pour l'instant, cette topologie dépend de la distance, c'est-à-dire de la norme, ici, dépend des boules, et ce qu'on va appeler topologie normique, c'est une topologie basée sur la norme et qui ne dépendra pas de la norme choisie. Voilà. Alors, je vais faire un petit tableau sur les définitions, d'accord, de la norme, les propriétés des normes, donc sur la partie gauche, et le pendant géométrique, d'accord. Moi j'ai envie de dire la dualité, d'accord, parce que disons que c'est le côté géométrique avec les relations qu'il peut y avoir entre la partie plutôt formelle et la partie géométrique. D'accord? Donc je mets sur la gauche ce qui va correspondre à votre cerveau droit, la logique, tout ça, et sur la droite ce qui va correspondre au cerveau gauche. Alors, d'abord, la définition. Ça, c'est définition d'une norme. Il faut que n de x égale 0.
implique x égale 0. Voilà, donc ici c'est le vecteur nul en fait, hein, d'accord? Alors que ici c'est le 0 de R. Bon, oui, alors ça s'appelle l'axiome de séparation. Hein. Ça va vouloir dire que lorsqu'on prend deux éléments x et y distincts, on peut trouver deux boules centrées en x et en y, deux boules ouvertes, qui les séparent. Ça c'est important. Donc c'est axiome de séparation. Ça, c'est n de lambda x égale valeur absolue de lambda n de x, d'accord, où lambda c'est un réel. Bon, c'est l'axiome d'homogénéité. Hein. Entre parenthèses, vous remarquerez que ça veut dire qu'on a la réciproque de l'axiome de séparation, c'est-à-dire que n de 0, ça fait bien 0. Et ça correspond au fait que la boule centrée en 0 de rayon petit r, c'est r fois la boule centrée en 0 et de rayon 1 que j'ai appelé B, avec petit r strictement positif. Voilà. Enfin, la fameuse inégalité triangulaire, n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y, bah, qui correspond au fait que pour aller de là à là, c'est plus court que d'aller de là à là plus de là à là. Et vous voyez qu'en fait, on a bien utilisé la notion d'espace vectoriel avec son 0, d'accord, avec son élément neutre, sa multiplication externe et son addition, d'accord. Voilà. Maintenant, les choses que l'on peut montrer qui sont très utiles pour ces histoires de topologie, d'abord, ça c'est ce qu'on appelle la première inégalité triangulaire, et ça là, la seconde inégalité triangulaire, valeur absolue de n de x moins n de y est inférieure à n de x moins y, qui est exactement la première inégalité triangulaire, mais d'un autre point de vue, c'est-à-dire que on va regarder, par exemple, ici, celui-ci, cette distance-là est bien entendu, d'accord, supérieure, donc il va correspondre à un n de x moins y, d'accord, si on prend x là et y là, et ça va être bien entendu supérieur à ça moins ça. D'accord? Donc le plus grand des deux, j'ai pris le plus grand des deux, donc cette valeur absolue ici. Bon, ça c'est évident. Ou si vous voulez le faire, là vous le voyez avec votre cerveau gauche, si vous voulez le voir avec votre cerveau droit, et bien ici vous remplacez x par x moins y et vous passez le n moins y de l'autre côté. Et vous faites pareil pour avoir la valeur absolue en remplaçant y par y moins x. Bon, donc ça c'est des choses pas difficiles et très utiles ici. Là, la seconde inégalité triangulaire va être très importante pour la continuité. Quel est son pendant géométrique? Son pendant géométrique, c'est que, en fait, quand on va regarder l'image réciproque par n, d'accord, d'un ouvert, alors ici évidemment R+, hein, va être muni de la topologie induite de R sur R+, et la base des ouverts, ce sont les intervalles ouverts, hein, d'accord, là-dedans. Donc, les intervalles ouverts de R intersectés avec R+. Donc, ici, vous regardez un intervalle ouvert, donc de la forme n de x0 moins R, n de x0 plus R, d'accord, voilà. Donc ça, c'est un intervalle ouvert, et vous regardez ici, cet intervalle ouvert, quelle est son image réciproque dans Rn, et bien, vous pouvez, grâce à ça, voir que cela contient la boule centrée en x0 et de rayon R. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre ici pour y égale x0 et que vous allez prendre x dans cette boule, donc vous allez avoir ça qui est plus petit, strictement plus petit que R, donc ça va être strictement plus petit que R, et donc n de x va être dans cet intervalle-là. Et donc on est bien dans n-1 là-dedans. Donc ça veut dire, si vous avez compris hein, que la continuité, ça veut dire que
l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert, c'est-à-dire en chacun de ces points contient une certaine boule ouverte, vous allez comprendre que l'image réciproque d'un ouvert par n est un ouvert. Alors ce que je suis en train de dire ici, c'est que l'application n est continue pour l'instant, la topologie de Rn que l'on a définie à partir de la norme n. D'accord? Voilà. Bon. Alors, maintenant, autre chose importante, l'inégalité. Je prends n, qui correspond à une boule un peu ronde, comme ça, et puis un autre n, une autre norme, qui correspond à une boule, voilà. Bon, j'ai pris deux formes quelconques, juste pour les différencier, j'ai mis un rond et un losange ici. Et je vais supposer que n de x, pour cette première norme, est compris entre m, n losange de x, et grand M, n losange de x. Avec m et n, petit m et grand M, strictement positifs, des réels strictement positifs, m évidemment étant plus petit que grand M. Alors, comment ça va? À quoi ça va correspondre au niveau du dessin? Eh bien, tout simplement, vous voyez que cette inégalité-là va impliquer que si n losange de x est strictement inférieur à 1 sur grand M, alors n rond de x est strictement inférieur à 1. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette inégalité va vouloir dire qu'on va avoir une boule centrée en 0 et 1 sur m, ici, à l'intérieur d'une boule, de la boule rond, qui est la boule unité. D'accord? Et, inversement, ceci va prouver que cette même boule unité, d'accord, va être incluse dans la boule losange centrée en haut et de rayon 1 sur petit m. Donc encore une fois avec la dualité, vous voyez qu'il y a une inversion des sens. C'est cette inégalité-là qui a prouvé qu'on avait l'inclusion, mais de la boule pour lui là-dedans. Ce qui veut dire que au final, même si les boules ne sont pas les mêmes, les ouverts définis sont les mêmes. Et donc, la topologie va être la même. Donc, on dit que ces normes-là sont équivalentes, et donc, quand on a deux normes équivalentes, on définit la même topologie. Voilà. Alors maintenant, une dernière chose sur ce tableau à double entrée, là, c'est que si vous prenez une norme, d'accord, vous allez lui associer la boule de centre haut et de rayon 1. Donc, c'est un petit peu comme quand vous avez un polynôme et vous cherchez ses zéros. Et quand vous avez ces zéros, est-ce que vous pouvez retrouver le polynôme? Vous voyez? Ou si vous avez un sous-espace, vous cherchez son orthogonale. Et à partir de l'orthogonale, est-ce que vous pouvez retrouver le sous-espace? Donc c'est une espèce de dualité. Et ici, ça va bien marcher. C'est-à-dire qu'on part d'une norme, donc avec ça, et puis on définit les boules ouvertes. En fait, tout part d'une seule boule ouverte. La boule ouverte, le centre 0 et de rayon 1. Toutes les autres, on les obtient par translation et homothétie, forcément. Donc, à une norme, on associe géométriquement cette boule-là. Inversement, est-ce qu'à partir de n'importe quoi, on peut définir une norme? Ah non, forcément pas n'importe quoi, puisque là, ici, il y a des définitions. Donc, il faut quelque chose d'équivalent, l'équivalent géométrique de ces choses-là. Et bien, en fait, l'idée, c'est de partir d'un objet ouvert, d'accord? Voilà. De Rn. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ouvert, ça veut dire quoi? Puisque on veut une topologie. Ouais, et pour la topologie, il nous faut une norme. Ouais, et là, on n'a pas encore construit une norme. Ouais. Donc ici, ouvert, bah, comme sur R, il y a une topologie, pour l'instant, j'ai au moins la topologie de Rn par la topologie produit. D'accord? Ou une base d'ouvert, c'est un produit des ouverts de R. D'accord? Voilà. Donc ici, on va partir de ce qu'on va appeler une boule, d'accord?
pour une norme qui n'existe pas encore. Et donc, il suffit que ce soit un ouvert de Rn. On veut qu'il soit convexe. Ben, en gros, hein, on est en train d'imaginer que on veut ça, et que ce soit centré en 0. D'accord? Donc, si x est dans la boule, alors moins x est dans la boule. Et donc, finalement, par convexité, hein, tout l'intervalle entre x et moins x va être dans la boule. Voilà. À partir d'un objet comme ça, eh ben, on peut montrer, d'accord, on peut montrer qu'on définit une norme dont la boule de rayon 1 est l'objet de départ. Et là, donc, maintenant, on part d'une boule, et ici, on va prendre, pour n de x, on va définir n de x comme étant le inf de R strictement positif, tel que x appartient à RB. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce inf? Ben, on part d'une boule, on prend un x ici, et on regarde les homothéties de B, d'accord? Donc ça, ce sera vu comme la boule de rayon 1, et on regarde les homothéties de B, de sorte à ce que x soit dans RB, d'accord? Donc vous gonflez ici, si x est à l'intérieur, vous rétrécissez évidemment, mais vous gonflez ici, de sorte à obtenir x dans RB. Alors évidemment, en dessous d'un certain R, x n'y sera pas, au-dessus d'un certain R, x y sera, et on prend la borne inf. D'accord? Et on vérifie que le fait que B est ouverte, convexe, centré en haut, va prouver que ce n de x existe bien dans R+, d'accord? Que c'est pas infini ou des choses comme ça, cet ensemble est non vide, etc. Et que ça va vérifier tous ces axiomes. Donc c'était intéressant de voir le pendant, hein, c'est-à-dire ici, vous partez par exemple d'une boule comme ça, pourvu que ce soit convexe, centré en 0, et puis voilà, et ouvert évidemment, et vous pouvez partir d'un espèce d'hexagone, d'ovale, d'ellipse, de n'importe quoi, et ça marche. Alors, vous l'avez d'abord vu sphérique, puis ovale, et maintenant trapézoïdal. Trapézoïdal. Taisez-vous, topez un tapé, hein. Donc, je rappelle, on a défini ce que c'était qu'une norme sur Rn, et à partir d'une norme, ben, les boules, hein, centrées en x0, ouvertes de rayon R. On a défini donc à partir des boules, maintenant, une topologie, et la définition, c'est que ma partie U de Rn est dite ouverte si, pour tout x0 dans U, ben, on peut trouver une boule ouverte centrée en x0 et incluse dans U. Alors, évidemment, on a besoin de ce théorème, toutes les normes sont équivalentes. Ça veut dire que toutes les normes vont définir la même topologie, et c'est ça qu'on va appeler la topologie normique sur Rn, qui ne s'arrête pas à Rn, hein, évidemment, tout ce qui va être isomorphe à Rn va hériter de ça, comme l'espace des matrices, l'espace des polynômes, etc. Donc, il faut bien se rappeler, hein, garde-fou, pour ce théorème, on a besoin de la dimension finie et on a besoin d'être sur R et C parce que ils sont complets, d'accord? Et que on a une norme ici sur R et sur C, déjà, en dimension 1. Alors, voilà une idée de la preuve. Une bonne partie de la preuve tient du théorème de Ritz. Donc là, on est vraiment dans l'analyse. Et cette bonne partie de la preuve que je vais éluder, hein, parce qu'on ne va pas partir sur l'analyse, c'est que l'intervalle fermé 0,1, c'est un compact de R. Et ça, c'est un truc qui se fait avec de la dichotomie, des epsilon. Si on rajoute 0, 0,05, ça donnera une suite de Cauchy qui va converger parce qu'on est dans un complet. Mais on ne va pas partir sur cette petite dichotomie. On va montrer que toutes les normes sont équivalentes en montrant que, bon, comme la relation est équivalente A pour les normes, c'est une relation d'équivalence, on va juste
montrer qu'elles sont toutes équivalentes à une norme qu'on aime mieux. Celle qu'on aime mieux, généralement, c'est la norme infinie, c'est-à-dire norme infinie de x pour x dans Rn, c'est le max des coordonnées, des valeurs absolues des coordonnées. D'accord ? Et donc, on a la sphère S infinie, donc c'est l'ensemble des x de Rn tel que n infini de x est égal à 1, qui est inclus dans la boule fermée. Hein, donc j'ai mis une barre dessus, infinie. Donc ça, c'est l'hypercube moins 1 puissance n. Et il se trouve que, comme moins 1 fermé est un compact de R, donc qui se prouve avec la dichotomie, et que moins 1 puissance n, du coup, va être un compact pour la topologie produit de Rn, qui n'est rien d'autre, on peut se rassurer que c'est bien la topologie induite par la norme n infini. On va avoir ici que la sphère est compacte, ici, pour n infini. Voilà. Et, bon, alors, cette partie, je vous laisse regarder du côté de l'analyse. Maintenant, on reprend ce qu'on avait, la seconde inégalité triangulaire. N de x moins n de y en valeur absolue, c'est inférieur à n de x moins y. Maintenant, j'applique... là, ici, j'ai une égalité. Je dis que x moins y, je regarde ses coordonnées dans la base canonique de Rn. xi moins yi, ei, la somme. Maintenant, j'applique la première inégalité triangulaire à n. D'accord ? Donc ici, je vais avoir somme de i égale 1 à n plus l'homogénéité, valeur absolue de xi moins yi, n de ei. Et maintenant, eh ben, je vais dire que c'est inférieur, je vais prendre ici le max de ces valeurs absolues, mais ce max, c'est rien d'autre que la norme infinie de x moins y, et il va me rester la somme des i égale 1 à n de grand N de ei, et ça, bah, comme on est en dimension finie petit n, c'est là où la dimension finie est importante, et ben c'est majoré par un grand M. Donc, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que on avait ce n de x moins n de y est inférieur à m de n infini de x moins y, c'est-à-dire, en analyse, on va dire que la fonction grand N est lipschitzienne, d'accord, pour, donc de R n dans R+, d'accord, pour la topologie de Rn, hein, donnée par la norme n infini. Tout à l'heure, on avait vu que n était continu pour la norme n. Là, on voit que n est continu pour la norme n infini. Mais S infini est compact pour la norme n infini. Donc, n de S infini, bah, ça va être forcément un compact, puisque n est continu sur un compact. Donc, ça va être inclus dans un borné. Et comme les éléments de S infini n'ont pas de norme nulle, hein, puisqu'il n'y a pas d'élément nul là-dedans, il n'y a pas d'élément nul dedans, on va être dans un intervalle fermé, petit m, grand M, avec m et grand M strictement positifs. C'est important qu'ils soient non nuls. Et ils sont non nuls parce que 0 n'est pas dans S infini et à cause de l'axiome de séparation de grand M. Donc, maintenant qu'on a montré que quand n infini de x était égal à 1, n de x était compris entre petit m et grand M, c'est très classique par homogénéité de montrer ça pour tout x. On a x égale n infini x, x0. On peut toujours mettre x quelconque sous cette forme avec un x0 sur la sphère. Et en se ramenant à la sphère, on obtient l'inégalité voulue dont on a dit que c'est elle qui donnait l'équivalence des normes. Voilà. Donc ça nous donne que ce gros théorème. Et je voulais dire quelques petits mots sur comment ça va nous servir. C'est sur le choix délibéré de la norme. On prend la norme que l'on veut. D'accord ? Vous avez une suite,
d'accord, dans Rn. Alors ça peut être une suite de matrices, ça peut être une suite de polynômes, ça peut être une suite de ce que vous voulez, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire? Que la suite de Rn converge si et seulement si ces coordonnées convergent. Ça, c'est ce qu'on a envie de dire. Eh bien, oui, justement, parce que le mot convergence ne dépend pas de la norme choisie. D'accord? Donc, vous allez pouvoir prendre la norme que vous voulez. Et vous choisissez la norme n infinie, parce que là, c'est vraiment clair qu'avec la norme infinie, hein, max, c'est vraiment clair que si les coordonnées de xn, la ième coordonnée pour tout i, xn de i, tend vers un certain yi, là on est dans R, d'accord? Alors, la suite xn va tendre vers y. Et vous pouvez voir ça, par exemple, avec des matrices. Et à partir du moment où ça va converger pour la norme infinie, parce que vous aurez un max, et donc forcément, vous allez voir la convergence, et vous pouvez dire que ça converge sur toutes les normes, pour toutes les normes. Voilà. Alors, vous faites ça avec des matrices, vous faites ça avec ce que vous voulez. Un autre moment où on a besoin de choisir une norme, c'est quand on travaille sur l'algèbre des matrices carrées. Et là, sur l'algèbre des matrices carrées, on a besoin souvent de normes. Comme c'est une algèbre, on a la multiplication. Donc, on a besoin d'une compatibilité avec la multiplication. Et ça, c'est ce qu'on appelle la multiplicativité ou la sous-multiplicativité. Moi, je dis plutôt la sous-multiplicativité parce que c'est un garde-fou. On voudrait avoir des normes qui vérifient norme de AB, d'accord, est inférieure à norme de A fois norme de B. Pour construire ces normes, on peut construire des normes subordonnées, ce qu'on appelle des normes subordonnées, c'est-à-dire on part d'une norme que je note avec une double barre sur Rn, et je construis à partir de cette norme double barre une norme triple barre sur Mn de R qui est égale à max sur la sphère des AX avec la norme double barre ici. Et on vérifie que ça nous donne bien, c'est un exercice, une norme sur Mn de R qui plus est a cette compatibilité supplémentaire, c'est-à-dire que elle vérifie cette compatibilité avec la multiplication qui est une opération supplémentaire qu'on récupère sur Mn de R qui est très pratique. Alors par exemple, vous voulez montrer que l'exponentielle est donnée par une série convergente, donc vous regardez la série, la série somme de AN sur factoriel n pour n positif afin de définir ce qu'on appelle l'exponentielle de A, d'accord? Vous avez besoin de regarder si cette série converge. Donc ici, vous regardez la norme, mais vous avez le choix de la norme. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, d'accord? Et donc, vous allez prendre une norme subordonnée pour qu'elle soit sous-multiplicative. Et vous allez avoir que la norme de AN sur factoriel n est inférieure à la norme de A puissance n sur factoriel n, mais là, on est passé dans R+, dans R, là, on est passé dans R, et ici, on sait qu'on va avoir convergence de la série dans R. Voilà. Et donc, par convergence dominée, on est dans un complet, et cette série-là va bien converger, et on va pouvoir définir l'exponentielle. Voilà. D'accord. Donc là, maintenant, on a vu le comment. Maintenant, on va voir le pourquoi. On aurait peut-être pu commencer par le pourquoi comme motivation, mais bon, on va voir ça. Voilà, on y va pour un petit coup de motivation, si besoin est, parce que, évidemment, on fait de la topologie, c'est pas évident de mélanger topologie, espace vectoriel, réduction, tout ça, et on va essayer de se motiver pour voir pourquoi on fait ça, tout de suite, d'accord? Donc, la topologie de Rn, ou des matrices, ou des polynômes, etc., pourquoi? Tout d'abord, on va souvent pouvoir
dire les choses avec des suites. Et les convergences de suites nous demandent des fois des passages à la limite. C'est bien pratique de diagonaliser et d'avoir une suite AN de matrices, par exemple, et l'avoir sous la forme P, DN, P-1, où DN, c'est une forme diagonale. Mais maintenant, il faut pouvoir échanger, et il faut la continuité de l'application qui a X donne Px, P-1, donc qui est linéaire. Il faut la continuité pour pouvoir échanger, finalement. La continuité, c'est juste la possibilité d'échanger dans un espace métrique le passage à la limite. Donc, limite de P dn P-1, c'est P limite de dn P-1. De la même manière, on aura souvent besoin de dire la limite de AN(x), où AN c'est une suite de matrices, et x c'est un vecteur, c'est limite de AN fois x. Ça, souvent, on oublie de le préciser, mais ça dépend du fait que l'application qui a au couple AX donne A fois X est continue. Bon. Les suites de matrices, pourquoi on s'en sert? On tombe souvent sur des suites de matrices quand on étudie des suites récurrentes linéaires, dans R ou C, vous prenez des suites récurrentes linéaires, style Fibonacci, d'accord? Eh bien, vous vous ramenez, ces suites récurrentes, elles ont une équation caractéristique, un polynôme caractéristique, et vous vous ramenez à l'étude d'une suite A puissance n, où A, c'est la matrice compagnon de l'équation du polynôme caractéristique. Voilà. Ça, c'est important. Et donc, on est ramené à calculer à n, bien sûr, mais à chercher sa limite. Voilà. Donc, souvent, on a ça. Aussi en géométrie, donc vous pouvez voir ça Alors, celui-ci, vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en un instant. Celui-ci, dans le carnet de voyage en algébrique. D'accord? C'est la suite de polygones où à partir d'un polygone, on crée des barycentres et on veut voir vers quoi tend vers ce polygone et on se ramène à calculer la limite d'une suite de matrices. Voilà. Ensuite, vous avez les problèmes de résolution d'équations où vous tombez naturellement sur est-ce que, alors vous partez on a déjà vu, de l'équation matricielle xn égale a, et vous voulez la racine nème d'une matrice A. Vous trouvez toutes les solutions, ou au moins une solution, etc. Et là, on se ramène à des séries de Taylor, et il faut étudier des convergences, on a besoin d'une topologie pour trouver des solutions d'équations. En général, vous avez la méthode de Newton, vous partez d'une équation matricielle, et vous pouvez tenter une méthode de Newton, mais dans ce cas-là, il vous faut de la topologie pour converger vers une solution. Voilà. Pareil pour les équations différentielles, bon, type même, x' égale à x, et ben, vous voulez une solution de ça, il vous faut évidemment l'exponentielle. Et déjà, pour donner un sens aux équations différentielles, pour donner un sens aux solutions, l'existence de l'exponentielle, eh ben, il faut savoir se débrouiller un petit peu avec des normes, et le fait que les normes soient équivalentes, on a vu tout à l'heure, c'était bien pratique. Une très grande force aussi, c'est d'obtenir des identités algébriques par densité. Vous avez un polynôme P à plusieurs indéterminés, autant d'indéterminés qu'il y a de coordonnées d'une matrice, et vous voulez montrer, donc une matrice carrée, et vous voulez montrer que pour ce polynôme à coefficient dans Z à ces indéterminés, ben P de A égale 0, quel que soit A. Ce sont des identités polynomiales qui sont un cas particulier d'identité algébrique. Et ben on peut les montrer par densité, d'accord? C'est-à-dire qu'il suffit de trouver un ensemble dense, une partie dense, donc on met une topologie sur Mn de C, on trouve une partie dense, d'accord? On montre que cette égalité est vraie sur cette partie dense, et là, c'est terminé. À partir du moment où P est continu, la fonction polynomiale
sur Mn de C est continu, et ben le fait que ce soit nul sur un dense, ça va faire que c'est nul partout. Donc ça c'est très très fort. On a par exemple une preuve expresse de Cayley-Hamilton comme ça. En fait, il suffit de regarder Cayley-Hamilton sur les matrices diagonales, ça implique que c'est vrai sur les diagonalisables, et comme on est sur C, ça va être dense, et on va avoir Cayley-Hamilton partout sur Mn de C. C'est quand même une très très jolie preuve. D'accord ? Et puis, aussi, le dernier point, c'est qu'on peut caractériser topologiquement des propriétés de la réduction. Par exemple, le fait qu'une matrice soit diagonalisable, ça peut se dire topologiquement. C'est simplement que sa classe de similitude est fermée pour la topologie des matrices. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, de pouvoir ramener des problèmes de diagonalisabilité en termes de topologie. Ça nous ramène à des problèmes qu'on peut résoudre grâce à la topologie. C'est quand même assez chouette. Et pareil, vous pouvez caractériser le fait que le polynôme minimal soit égal au polynôme caractéristique. Ça aussi, ça possède une caractérisation topologique. Voilà. Donc, j'espère que là maintenant, vous êtes motivés et qu'on va pouvoir repartir d'un bout. Alors, c'est important d'avoir quelques contre-exemples en tête pour bien voir que les normes ne sont pas équivalentes en dimension finie si on n'est pas sur un corps complet, donc on va prendre comme contre-exemple sur Q, et en dimension infinie, même si on est sur R, et donc on va prendre l'espace vectoriel des polynômes, hein, voilà, sur R. Donc là, regardez, premier contre-exemple, vous regardez Q2, qui est isomorphe à x plus y, l'ensemble des x plus y racine de 2 où x et y appartiennent à Q, comme racine de 2 est irrationnelle. Ça, c'est bien un Q espace vectoriel de dimension 2, parce qu'il a pour base 1 racine de 2, d'accord? Et, bon, c'est entre parenthèses, c'est Q de racine de 2. Voilà. Là-dessus, sur ce Q espace vectoriel de dimension 2, on va mettre la norme 1, ben, c'est la norme pour les coordonnées dans cette base, 1 racine de 2, c'est la fameuse norme 1, hein, c'est la somme des valeurs absolues des coordonnées, d'accord? Et puis on va mettre une autre norme, n de x plus y racine de 2, ben, c'est juste, on utilise le fait que q de racine de 2 est inclus dans R, R possède une norme, on ne va pas s'en priver, et on prend cette norme, c'est juste la valeur absolue, d'accord? Donc maintenant on regarde la suite un égale 1 moins racine de 2 puissance n. Et bien si on développe ça, et ben par le binôme de Newton, on a an moins bn racine de 2. Ben oui, hein, d'accord, vous allez avoir les termes pairs en quelque sorte du binôme de Newton qui vont aller là, et les termes impairs qui vont donner un moins ici, et qui vont aller là, qui vont donner un racine de 2, et on a an, bn, qui appartient à n. Donc an, si on veut voir sa tête, bah c'est 1 puissance n, ensuite vous avez 2 parmi n fois 2, ensuite plus 4 parmi n fois 2 au carré, hein, qui va, 2 au carré correspond à racine de 2 puissance 4, hein, d'accord? Voilà, etc., etc. Et on n'a pas de mal à se convaincre que an va tendre vers plus l'infini, d'accord? Donc n1 de un, qui est égal à valeur absolue de n plus valeur absolue de bn, va forcément tendre vers plus l'infini. En revanche, n de un, alors n de un, c'est n de ça, mais n, c'est la valeur absolue, donc c'est multiplicatif, carrément, donc on peut faire commuter le n, et ici obtenir 1 moins racine de 2, le tout puissance n, et ça, ça c'est compris entre 0 et 1, strictement compris entre 0 et 1, donc ça tend vers 0. Moralité, un est une suite non bornée pour n1, mais qui tend vers 0 pour n, donc les deux normes ne peuvent pas être équivalentes. Voilà. Alors maintenant, dans R de x, on définit pareil, une norme 1 intégrale de 0,1 de valeur absolue de P de T dt, on vérifie que c'est une norme, c'est pas difficile à vérifier, et sup de P de T pour T dans 0,1,
Hein, on vérifie encore que c'est une norme. Hein, n'oubliez pas l'axiome de séparation qui est quand même qui vient du fait que un polynôme fournit une fonction continue, d'accord? Voilà, et qui vient aussi du fait que si un polynôme possède un polynôme de degré n possède strictement plus que n racines, alors il est nul. Hein, d'accord? Voilà, le reste c'est assez facile. Et on prend par exemple une suite de polynômes, d'accord, qui va tendre vers 0, donc pour la norme 1, d'accord, donc on prend une suite, hein, d'accord, où ça va converger comme ça, simplement vers 0 sur 0, 1 ouvert, d'accord, ici ça converge simplement vers 0, mais où on a toujours Pn de 1 égale 1. Et là, on va voir qu'au niveau de l'intégrale, ça va tendre vers 0, alors que ça reste égal à 1. Donc, les deux normes ne peuvent pas être équivalentes. C'est assez simple. Si on veut regarder la preuve, tout démarre du théorème de Ritz. Et c'est le théorème de Ritz qui dit que la sphère est compacte en dimension finie. Et même, il y a une réciproque. C'est le théorème de Ritz, toujours, que si la sphère d'un espace vectoriel réel est compacte, alors c'est que la dimension est finie. Voilà. Voilà, on a maintenant mis les fondations. Maintenant, on va pouvoir construire la maison. Et tout va reposer sur un théorème fondamental qu'on va... Tout ce qu'on va faire en topologie de la réduction et des espaces vectoriels repose là-dessus tant qu'on est en dimension finie. Hein. Si E est un espace vectoriel réel ou complexe, on est en dimension finie, alors toute forme linéaire est continue. Ça, c'est fondamental. La preuve est simple. On part d'une base de E, l'histoire d'identifier E à Rn, et on regarde la norme n infini, c'est-à-dire le max des valeurs absolues des coordonnées. Alors quand je dis valeur absolue, ça peut être module si on est en complexe. Et on regarde la valeur absolue de phi de x moins y. D'accord? Donc phi de x moins y par linéarité, ça va être la somme des xi moins yi phi de ei, où ei c'est la base qu'on a fixée ici. D'accord? Et maintenant, par l'inégalité triangulaire de la valeur absolue ou du module, on va avoir ici, ce sera inférieur à la somme des valeurs absolues de xi moins yi, valeur absolue de phi de ei. Je peux sortir le max de xi moins yi, et il reste la somme des phi de i égale 1 à n. On a bien une somme finie. Ici, j'ai un nombre que je peux appeler grand M. Et là, je reconnais la norme infinie de x moins y. Ça va faire que phi est lipschitzienne pour la norme infinie, d'accord? Ici, d'accord, donc phi va de E dans R. R est muni de la valeur absolue, ou si c'est C du module. Et ici, on a la norme sur E, on a la norme infinie. Et là, pour ça, phi est lipschitzienne, et comme c'est lipschitzien, M lipschitzien, c'est continu. Voilà, donc ça, c'est important. Je vais, dire que c'est fini là. Voilà, et on va regarder maintenant toutes les conséquences. Les premières conséquences, d'abord, on va regarder quand ça va bien, et après, on va regarder quand ça va moins bien. Les conséquences, c'est que, d'abord, on prend P, un polynôme à plusieurs indéterminés, à n indéterminés, et je regarde la fonction au polynôme associé, qui va de Kn dans K, hein, qui au n-uplet xn, xi, associe P de x1 jusqu'à xn. Et bien, ça va être continu. Pourquoi c'est continu? L'application qui à x1 jusqu'à xn associe xi, sa im coordonnée, c'est une forme linéaire, donc ça va être continu. Et donc les polynômes qui sont des combinaisons de tout ça, par théorème sur les fonctions continues, c'est continu. Alors ça va être important parce que le déterminant, ça va être continu, parce que c'est un polynôme, dans les coordonnées, bien sûr, d'une matrice. Maintenant, les mineurs,
Alors qu'est-ce que c'est qu'un mineur, hein? Donc on part d'une matrice, on peut même partir d'une matrice Mn, d'accord? Voilà, je fixe un certain nombre de colonnes J et un sous-ensemble de lignes I, de sorte à ce que I et J, attention, aient le même cardinal, et je regarde maintenant le mineur IJ, ça nous donne une application, hein, d'accord, qui va être un espèce de déterminant, mais juste spécialisé en ces intersections de lignes et de colonnes, d'accord. Et là, forcément, c'est une application polynomiale, donc c'est continu. Bon, la trace, évidemment, c'est linéaire, mais la trace de A puissance K, qui sert beaucoup, ça va être aussi quelque chose de continu. D'accord. Maintenant, on regarde maintenant une application. Là, on regardait des applications d'espace dans K. Maintenant, on peut regarder coordonnées par coordonnées, c'est-à-dire des applications de Mn, par exemple, dans Mn, de l'espace dans l'espace, ou de l'espace dans un autre espace. Donc, par exemple, l'application qu'on utilise souvent, on fixe P, un polynôme à une indéterminée, et sur K, et on regarde A donne P de A. Donc ça va de Mn dans Mn, et ça, forcément, c'est continu, parce que toutes les coordonnées qu'on va obtenir ici, d'accord, vont être des polynômes en les coordonnées ici. Donc comme chaque coordonnée est continue, puisque c'est polynomial, d'accord, ici, et globalement, ce sera continu. Donc ça, c'est une application continue. On l'utilise tout le temps, et il faut bien voir que tout vient du théorème fondamental. Ensuite, GLN de GLN dans GLN. Cette fois-ci, attention, c'est de GLN dans GLN. Donc GLN, lui, c'est une partie de Mn de K, donc il va hériter de la topologie induite sur cette partie. D'accord, hein, et maintenant, on regarde l'application qui a A donne A puissance moins 1, et encore une fois, hein, c'est continu. Mais là, c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi c'est continu? Parce que c'est 1 sur déterminant de A transposé de la comatrice de A. Ça, c'est bien connu. Le déterminant, il est non nul, il est continu. Donc, ici, on va avoir une fraction rationnelle, donc ça reste continu. Et la comatrice, c'est juste des mineurs, donc c'est continu. Et la transposée, c'est linéaire, donc c'est continu. Donc tout ça, ça va être continu. Donc A donne A-1 est continu. Maintenant, de Mn dans K, je reviens de Mn dans K, et je regarde l'application qui a A donne le coefficient en x puissance K du polynôme caractéristique de A. Alors, si vous regardez bien, je l'appelle TK de A, d'accord, cette application. Alors, bien sûr, qui A, c'est le déterminant de x, in moins a. Et quand on va développer le déterminant, on va voir que le coefficient en xk, c'est un polynôme en les coefficients de a. Comme c'est un polynôme en les coefficients de a, ça va être encore continu. Donc les applications tk de a sont continues. Juste pour vous donner une idée, si vous prenez n égale 2, hein, d'accord, t1 de a, ici, pardon, t1 de a, c'est l'opposé de la trace, et T0 de A, c'est le déterminant, d'accord? C'est le déterminant de A, hein, d'accord? Donc vous voyez bien, ce sont des polynômes, ici, hein, on peut même calculer leur degré, ils sont homogènes, voilà. Et ce qui va faire, étant donné que toutes ces fonctions-là sont continues, ça va faire que si on regarde l'application de Mn dans K de x indice n, donc ça c'est les polynômes de degré inférieur à n, sur K, qui a A associe le polynôme caractéristique, ça va être quelque chose de continu, d'accord? Alors attention, hein, là on a mis une topologie, d'accord, et d'espace de dimension finie, mais là aussi on est sur un espace de dimension finie qui a sa topologie, mais on regarde les choses coordonnées par coordonnées, et chaque coordonnée, c'est les TK de A, donc c'est continu. Donc, comme c'est continu par coordonnées, c'est continu globalement. Alors, on a vu ce qui allait bien, ce qui commutait bien avec la limite, c'est-à-dire ce qui est continu. On va voir maintenant ce qui ne commute pas avec la limite, c'est-à-dire
ce qui est pas continu. Par exemple, regardez le rang. Le rang, on va le regarder comme application de M, indice Mn de K, K c'est R ou C, dans N, qui a A, donne rang de A. Mais regardez bien, vous prenez cette suite de matrices, AK, avec que des 1 ici, et le dernier c'est 1 sur K, et là c'est que des 0 ailleurs. Et là vous mettez R, élément non nul, sur la diagonale, les 1 et le 1 sur K. Bon, bah, vous voyez que c'est de rang R, mais quand K tend vers l'infini, bah, la limite, ça va être, d'ailleurs, entre parenthèses, vous montrez bien que la limite, c'est la matrice que vous pensez, c'est-à-dire avec un 0 ici, hein, d'accord, parce qu'avec la norme infinie, hein, donc ça c'est une petite parenthèse, mais bref, la limite est de rang K-1. Et si j'avais laissé juste R'1 et le reste des 1 sur K, d'accord, avec R' strictement plus petit que R, et ben, ça aurait tendu vers une matrice de rang R', d'accord. Donc, c'est pas continu, puisque, bah oui, parce que normalement, si ça avait été continu, le rang aurait dû rester R. En revanche, on peut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on a pu, en passant à la limite, tomber sur des rangs inférieurs, strictement inférieurs. Mais on n'aurait pas pu aller, en passant à la limite, vers des rangs supérieurs. Voilà. Alors pourquoi? Parce que le rang, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. C'est-à-dire que si vous prenez AK une suite de matrices, avec le rang de AK égale R, quel que soit K, et AK qui tend vers A, alors le rang de A est forcément inférieur à K. En effet, si vous prenez delta R' de AK, delta R', delta c'est un mineur. Un mineur, on sait que c'est continu. Et on va prendre un mineur de taille R', où R' est strictement supérieur à R. Donc on sait, puisque le rang de AK c'est R, et d'après ce théorème, on sait que delta R' de AK est forcément 0. D'accord? Donc on passe à la limite, et comme delta R' est continu, ça fait delta R' de A égale 0. Et donc ça veut dire que A est de rang strictement inférieur à R', puisque c'est vrai pour tout mineur de taille R'. On a montré en fait que le rang ne pouvait aller qu'en diminuant, il ne peut pas aller en augmentant grâce à ce théorème, c'est ce qu'on appelle la semi-continuité inférieure du rang. Le rang est une application semi-continue inférieurement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas continue, mais elle ne peut que descendre. Et d'après la formule du rang, ben vous en déduisez que la même application, mais qui a A, donne, donc avec les mêmes ensembles de départ et d'arrivée, mais qui a A donne la dimension du noyau de A au lieu de l'image, et ben ça va être semi-continu supérieurement. Ça veut dire qu'à la limite, un rang ne peut que diminuer et un noyau ne peut qu'augmenter. Voilà comment on peut résumer ça. Maintenant, encore un autre truc qui ne va pas, c'est le polynôme minimal. On a vu que le polynôme caractéristique, lui, il reste tranquille, mais le polynôme minimal, non. Vous prenez AK, une suite, hein, d'accord, telle que AK tend vers A, d'accord, c'est une suite de matrices, dans Mn de K, hein, et on suppose que le polynôme minimal de AK est constant, c'est un polynôme Q, constant pour tous les éléments de la suite. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez que Q de AK est égal à 0, évidemment. Ceci, quel que soit K, mais comme Q est un polynôme, c'est continu, on peut faire un échange de passage à la limite. Limite de Q de AK, c'est Q de limite de AK, et donc 0, c'est Q de A. Mais Q de A, vous ne pouvez pas en déduire que Q, c'est le polynôme minimal de A. Le polynôme minimal de A, en fait, tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il divise Q. Donc ici, vous mettez comme ordre la divisibilité, d'accord, l'ordre de la division, hein, d'accord, ici, et vous voyez que le polynôme minimal, c'est une fonction semi-continue inférieurement. Hein. Voilà, c'est-à-dire que, alors maintenant,
on va donner un exemple, hein, un contre-exemple, pour montrer que on n'a pas toujours l'égalité. Ici, vous prenez une matrice nilpotente, d'accord? Vous prenez ici que des 1 là. Donc vous savez que le polynôme minimal ici, le polynôme caractéristique, c'est xn. Mais le fait d'avoir mis que des non nuls sur la surdiagonale, vous allez voir que tous les x puissance m sont non nuls jusqu'à x puissance n. D'accord? Et x puissance n, évidemment, est nul. Donc le polynôme minimal de ça, c'est x puissance n. D'accord? Pourtant, quand vous allez faire tendre k vers l'infini, eh ben, le polynôme minimal, ça va être x puissance, donc vous allez avoir un 0 là, et le polynôme minimal, ça va être x puissance n-1. Et si vous ajoutez des k, eh ben, vous avez, si par exemple vous laissez m-1, 1 ici, alors le polynôme, et le reste c'est des 1 sur k, alors le polynôme minimal, ça va être x puissance m. Et si vous mettez des 1 sur k partout, bah vous voyez que à la limite, vous allez avoir 0, et donc le polynôme minimal, c'est x. Donc vous voyez que vous pouvez tout décliner, hein, d'accord? Non seulement le polynôme minimal divise strictement le polynôme minimal de la suite, mais en plus, on peut se payer le luxe de décliner toutes les possibilités de divisibilité ici. Voilà, et ça c'est vrai en général. Autre chose, on suppose, mais bon, ça va nous permettre de conclure cette histoire, on suppose que AK est une suite de matrices dans Mn de K, qui convergent vers une matrice A. Bon, on suppose que le polynôme caractéristique est constant, égal à P. D'accord? Alors, bah, vous voyez que on sait que le polynôme caractéristique de A, ça va être le polynôme caractéristique P. Parce que le polynôme caractéristique est continu. C'est ce qu'on a vu. Donc, MA de lambda, lui, je mets une flèche comme ça veut dire qu'il ne bouge pas. Ok? La multiplicité algébrique, hein, de lambda. Donc, on a fixé lambda dans le spectre, et la multiplicité algébrique ne bouge pas. Par contre, la multiplicité géométrique monte. Pourquoi? Parce que c'est un noyau. C'est la dimension d'un noyau. Voilà. Et en revanche, si on suppose de plus que mu AK est égal à Q, est fixé, d'accord? Donc là, c'était le polynôme caractéristique qui était fixé. Là, c'est le polynôme minimal qui est fixé pour tous les éléments de la suite. Alors, NA de lambda, ça, c'est la multiplicité de la racine lambda dans le polynôme mu, c'est-à-dire dans le polynôme Q. Ben là, ça va descendre parce que quand ça va passer à la limite, eh ben, ça divise. Donc ça veut dire, par le théorème fondamental de l'arithmétique, que forcément, ceci, ça descend. D'accord? Donc vous voyez, c'est la multiplicité géométrique et la multiplicité NA de lambda de la racine lambda de mu sont deux multiplicités qui se croisent. Il y en a une, quand il y en a une qui monte, l'autre descend. Et ça, on le voit très bien quand on regarde les tableaux de Young. Ce que je vous conseille un petit peu pour voir un petit peu les limites du domaine de la réduction à l'agrégation. Hein. Voilà. Alors voilà une proposition qui sert très très souvent et qu'il faut avoir en tête. Et la proposition, elle dit que, bon, on part de A, hein, dans Mn de K, K c'est toujours R ou C, et on veut étudier la suite géométrique A puissance M, les puissances itérées de la matrice, et on veut regarder si ça converge ou pas. D'accord? Donc ça, ça va être le truc fondamental, hein, si on pense déjà les petits exemples pratiques, les suites récurrentes linéaires avec des équations caractéristiques, style Fibonacci, tout ça. Si on pense justement la suite de polygones, des suites de polygones, des suites d'objets, ou surtout si on pense formule de Taylor, des fonctions analytiques
quand on veut obtenir des fonctions analytiques sur Mn de k, eh ben, forcément, on va devoir affronter ces suites A puissance m. Donc, A puissance m converge. À quelles conditions ça converge? Ben, si et seulement si, pour tout lambda dans le spectre de A, alors le spectre de A, je le regarde sur C, hein, même si A est une matrice réelle, je regarde son spectre complexe. Donc tout lambda, vérifie module de lambda est strictement inférieur à 1, ou lambda égale 1, mais si lambda est égal à 1, alors la multiplicité de 1 dans le polynôme minimal de A est 1. D'accord? C'est-à-dire que c'est une racine simple. Du polynôme minimal, pas forcément du polynôme caractéristique, hein, mais du polynôme minimal. Voilà. Deuxième chose, une petite remarque, si AM converge, alors A puissance M tend vers le projecteur spectral. D'accord? Normalement, le projecteur spectral, ça va être le projecteur pi lambda, ça va être le projecteur sur K lambda, donc le sous-espace caractéristique, parallèlement à la somme directe des autres sous-espaces caractéristiques. Donc là, c'est sur l'espace caractéristique, le sous-espace caractéristique K1, mais K1, à cause de ça, c'est le sous-espace propre. Voilà, c'est ça qu'on va voir un petit peu. Donc, d'abord, on regarde ce qui est facile. Si A puissance M converge, alors A puissance M V fois un vecteur, hein, d'accord, converge, d'accord. Donc ça, on rappelle que AX donne AX, d'accord, la multiplication matricielle est continue, d'accord. Donc quand on va multiplier par un vecteur, ça converge. Et on va prendre comme vecteur un vecteur propre, de sorte à ce que AMV, vous le savez, ça va faire lambda MV, où V c'est un vecteur propre pour la valeur propre, lambda. Maintenant, comme V est un vecteur propre, il est non nul, je peux regarder juste une coordonnée, et comme lambda MV converge, et que les formes linéaires sont continues, lambda M VI, pour la ième coordonnée, hein, c'est la ième coordonnée, c'est une forme coordonnée, c'est une forme linéaire, ça converge. D'accord? Donc là maintenant, lambda M fois un élément non nul converge, si et seulement si lambda est en module strictement inférieur à 1 ou lambda égale 1. Donc déjà, on a une implication de là vers là, pas encore là. Maintenant, attaquons les choses. Je vais d'abord me ramener par une matrice de passage à une matrice B, d'accord, où B, c'est la matrice de passage qui va de la base canonique de Kn vers une base qui est compatible avec la décomposition en sous-espace caractéristique. Donc, on sait que dans cette nouvelle base, ah oui, alors dans ce cas-là, il aurait fallu que je mette P-1 là et P là, avec ma définition. Désolé. Voilà. Donc, on sait que dans cette nouvelle base, B va s'écrire par blocs diagonaux. Et ces blocs diagonaux, si on doit zoomer dessus, donc ici, c'est que des zéros, hein, en dehors des blocs. Et les blocs, on peut le mettre sous la forme d'une diagonale avec des lambdas ici, et ici, un triangle, d'accord, qui va correspondre ici à lambda identité, une homothétie, et ici, une matrice nilpotente. Voilà. Et en fait, regardez la convergence de AM, ça revient à regarder la convergence de BM, puisque l'application qui a A donne P-1 à P, c'est un homéomorphisme, hein, puisque c'est continu, on l'a dit, hein, la conjugaison est continue. Et c'est un homéo, hein, donc c'est continu, c'est bicontinu. Donc la convergence de AM revient à la convergence de BM. Bon, alors maintenant, la convergence de BM, ça converge si et seulement si chaque bloc converge. Ça, c'est à cause des formes coordonnées. Hein, d'accord? Donc, il faut que chaque forme coordonnée, ici, chaque coordonnée que l'on prend de BM, converge. Donc, en particulier, les blocs doivent converger. Bon, alors maintenant, on s'est ramené à la convergence de blocs, c'est-à-dire la convergence de choses de la forme, étant donné que B puissance M, quand on va mettre B ici à la puissance M,
ça revient à mettre les blocs à la puissance m, ça revient finalement à regarder si lambda identité plus n, donc je garde donc bon, la dimension n ici, hein, d'accord, juste par sentimentalisme, et ici je vais prendre lambda in plus n, le tout puissance m. Alors je fais un premier cas où lambda est de module strictement inférieur à 1, puisqu'on a vu qu'on était soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là, et le deuxième cas, ce sera pour lambda égale 1. Donc ici, je regarde ça, et ben, comme les deux matrices commutent évidemment, je peux développer et utiliser le binôme de Newton. J'ai lambda m in, plus lambda m-1 mn, plus etc. Et je vais supposer que n est d'indice k, donc n puissance k est nul, d'accord? Donc ici, j'ai n puissance, ici, k-1, j'ai un coefficient binomial m k-1 ici, et lambda m moins k plus 1. D'accord? Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de pointillé derrière. Ça s'arrête là, parce que n puissance k et toutes les puissances successives de n vont être nulles. N est nilpotent. D'accord? Alors là, c'est important parce que quand on va regarder chaque terme, ben comme lambda est inférieur à 1 en module, strictement inférieur à 1, ça va tendre vers 0, mais ça va tendre vers 0 parce que une puissance l'emporte sur un polynôme. Et ça aussi, ça va tendre vers 0, toujours pareil, parce qu'une puissance l'emporte sur ceci qui est polynomial, en m. Hein, K, il est fixé, hein, c'est m la variable. Donc en m, c'est polynomial. Voilà. Et comme il y a un nombre fini de termes, et borné de termes, hein, d'accord, hein, alors on peut majorer, et ça tend globalement vers 0. Donc on a montré finalement que si pour l'instant on en est à m converge, ça implique que ça inférieur à 1 ou lambda égale 1, et on a montré que inversement, si on a ça, quel que soit lambda, alors ça converge. Donc pour tous les blocs. Maintenant, il faut regarder ce bloc 1. Alors ce bloc 1, c'est particulier parce qu'on ne va pas avoir ce lambda m qui va tendre vers 0. Ben, ici, on a in, hein, quand on va développer, plus mn, plus etc., plus m k-1, n puissance k-1, et après, c'est que des termes nuls, parce qu'on a supposé que n était l'indice k. Voilà. Alors maintenant, on a envie de dire, bah oui, si n égale 0, alors on a gagné, ça converge vers in. D'accord? Maintenant, si n est non nul, est-ce que ça diverge? C'est pas tout à fait évident, parce que on pourrait imaginer qu'il y ait une annulation entre ces éléments-là. D'accord? Et dans ce cas-là, ça convergerait quand même. Par exemple, si vous avez mn moins mn, bah, mn tend vers l'infini, moins mn tend vers l'infini aussi, bah, diverge, et pourtant la somme, ça fait 0. Donc on peut se demander. Mais il y a un petit lemme qui va venir nous aider, et qui sert souvent. Si n est nilpotente d'indice k, d'accord, alors les k premiers termes de la suite géométrique forment une partie libre. Donc tout ça, c'est libre. D'accord? Alors, comment on montre ça? C'est très facile. Hein. Vous imaginez que vous avez une relation de dépendance, et maintenant, dans cette relation de dépendance, vous allez multiplier toute cette relation par n puissance k-1. Donc, tout va s'annuler, sauf le premier terme, alpha 0, voilà, identité, et puisque nk-1 est non nul, hein, par essence, par hypothèse, et ça fait alpha 0 égale 0. Une fois que vous avez alpha 0 égale 0, bah après, bah vous multipliez par nk-2, etc., etc., et vous avez alpha 1 égale 0, etc., etc. Et donc, vous avez que votre combinaison, c'est la combinaison triviale, et donc c'est libre. Comme c'est libre, bah ici, forcément, vous n'aurez pas cette annulation. Donc vous pouvez prolonger ça, si vous voulez, en une base de l'espace des matrices, d'accord? Et là, vous avez des coordonnées. Et donc, là, c'est vraiment des coordonnées. Et comme ce sont des coordonnées,
si ça convergeait, alors les coordonnées convergeraient, parce que les formes linéaires sont continues, hein, faut toujours le rappeler, et donc ça fait que c'est pas possible. Donc ça veut dire que k-1, en fait, c'est 0. C'est-à-dire que n égale 0. Si n égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice ici, en 1, pour lambda égale 1, c'est juste la matrice, ici, identité. Cela veut dire que x, le polynôme x moins 1, d'accord, suffit à annuler le bloc correspondant à la valeur propre 1. Donc le polynôme minimal est ici de degré 1. En général, si on appelle n lambda ce nilpotent, l'indice de nilpotence ici, d'accord, c'est exactement la multiplicité de lambda dans le polynôme minimal. D'accord, ça se démontre facilement. Voilà, donc on a bien ça. La réciproque est claire, hein, si NA1 égale 1, donc ici, ben, on a l'identité, hein, le bloc identité, on en prend la puissance, il est constant, donc ça va. Donc voilà, on a montré déjà cette partie-là, et maintenant si AM converge, alors AM tend vers le projecteur spectral, ben oui, si vous regardez bien, donc cette partie-là, AM c'est égal à PBM P-1, donc c'est P, et puis ici, vous allez avoir votre bloc 1 ici, et P-1 là, bien sûr, et là, que des blocs, d'accord, quand on va prendre la limite, là, ici, on va prendre la limite, là, on prend la limite, ici, on fait commuter la limite parce que la conjugaison est continue, et là, tous les autres blocs vont être nuls, d'accord. Et donc, ce que vous avez ici, vous reconnaissez, c'est un projecteur. Et c'est le projecteur sur le sous-espace caractéristique. Mais il se trouve que le sous-espace caractéristique, comme il n'y a aucune partie nilpotente ici, eh ben c'est exactement le sous-espace propre. Voilà. D'accord. Donc, on a vu, là, on a vu complètement la suite géométrique. On peut faire quelques petites remarques. D'abord, ben, ça prolonge quelque chose qu'on savait dans R. Quand on a une suite géométrique lambda puissance m, dans R, ben, si elle converge, c'est forcément vers 0 ou vers 1. Donc c'était déjà un projecteur. Faut toujours penser à ces choses-là, hein, la dimension 1. Bon, ensuite, on peut remarquer que c'est normal que A puissance m tende vers un projecteur. Bon, celui-ci, oui, peut-être, mais un projecteur, c'est clair. Parce que si A puissance m converge vers une matrice, on va l'appeler C, alors A puissance 2m bah, converge vers C aussi, puisque c'est la même limite, mais ça converge vers C2, puisque c'est A puissance m au carré. Donc C2 égale C. Et donc la limite d'une suite géométrique est toujours un projecteur, parce que ça vérifie C2 égale C. Voilà. Ok, on va terminer ce volet sur la topologie et réduction sur un florilège de ce que l'on peut faire avec cette topologie. Je ne veux pas parler des grandes ouvertures vers les fonctions analytiques en une matrice qu'on va retrouver dans les équations et les équations différentielles. Bon, ça c'est évident. Je veux parler des petites incursions dans certains types de mathématiques qui, d'une part, forment une jolie ouverture et d'autre part, des développements pour la grève. Bon, la plupart de ce dont je vais parler ici, ça va être dans carnet de voyage en analysant, hein, plutôt. Parce que c'est un petit peu logique, c'est des limites de suite, etc. Alors, d'abord, suite récurrente. D'accord? Donc, je vais regarder d'abord les limites de suites géométriques de matrices. Hein. Alors, les suites récurrentes. Bah, évidemment, les suites récurrentes linéaires,
pas écrit, mais bon, c'est linéaire. Donc voilà une suite d'ordre K, hein, un plus K égale A K-1, un plus K-1 plus jusqu'à A0 un. C'est une suite un qui est donnée par les K premiers, les K premiers termes de la suite. Alors on a un polynôme qui va être le polynôme caractéristique, hein, de cette suite récurrente linéaire. Il est unitaire de degré K. Et je regarde sa matrice compagnon. Alors par rapport à celle que j'avais des fois définie, c'est la transposée ici. Pour que UN, qui est grand UN, donc le vecteur dont les coordonnées sont de UN à UN plus K-1, donc c'est un vecteur de K, de C puissance K si on veut être sur C, hein. Voilà, après si on veut être sur n'importe quel corps, ça marche. Et on transforme donc par cette matrice compagnon la relation linéaire d'ordre K en une relation linéaire L d'ordre 1, mais sur un vecteur de CK. Voilà. Donc ça fait que UN, bien sûr, est égal à C P puissance n, pardon, U0. Et on se retrouve à chercher cette limite. Donc on utilise la réduction, on sait que le polynôme minimal est caractéristique de CP, CP, etc. etc. Donc voilà. Hein. Ensuite, les suites homographiques. Alors là, c'est des suites de la forme UN plus 1 égale AUN plus B sur CUN plus D. Alors, on peut être sur C, hein, traditionnellement. On se ramène avec la matrice A, ACBD en colonne, d'accord, à chercher les puissances itérées de cette matrice. Voilà. Et pour cela, évidemment, on fait un changement de base pour se ramener, pour utiliser la réduction, et on remarque qu'un changement de base correspond ici à un changement de suite. Et donc on utilise une nouvelle suite Vn, et si A est diagonalisable, parce que comme on est sur C, elle est soit diagonalisable, soit non diagonalisable, et dans ce cas-là, elle a une valeur propre double, d'accord, qu'on peut supposer être égale à 1, ici, bon, pour des raisons de quotient. Et ce que je veux dire, c'est que on obtient une nouvelle suite grâce à la nouvelle base, et cette nouvelle suite va être géométrique si elle est diagonalisable, et arithmétique si elle est non diagonalisable. Voilà. C'est vraiment assez intéressant de voir que diagonalisable et non diagonalisable, dans ce cas, deviennent géométriques et arithmétiques respectivement. Voilà. Ensuite, les matrices stochastiques. Le théorème de Perron-Frobenius. Donc l'exemple, c'est le suivant. Hein. On a des situations où on peut être, bon, par exemple, on va prendre une maladie. Donc attention aux hypochondriaques. Une maladie par rapport à laquelle on a 3 états, immunisé, sain ou malade. Sain veut dire qu'on est sain mais on n'est pas immunisé. D'accord ? Et où la semaine suivante, un immunisé peut être avec une probabilité 0,9 encore immunisé, mais il peut redevenir sain, donc il perd son immunité à 0,1%. Mais par contre, l'immunisé ne devient pas malade. Voilà, etc. Vous remplissez cette matrice. Qu'est-ce qui va se passer à long terme? Eh bien, ça va être encore une suite géométrique qui va nous le dire. Et on a un théorème un petit théorème de Perron-Frobenius qui est joli, qui va nous dire que ça va tendre, on le sait, vers une matrice projection. Et là, en fait, de rang 1. Et donc, on peut voir, interpréter hein, le fait qu'on a une matrice de projection de rang 1. Alors, bien sûr, il faut une petite condition assez légère sur les valeurs propres. Voilà. Bon. Ensuite, en théorie des graphes, donc vous prenez un graphe, c'est juste des sommets et des flèches, d'accord? Et vous regardez
la matrice d'incidence du graphe. Par exemple, de 1 à 1, il n'y a aucune flèche, donc 0. De 1 à 2, il y a 2 flèches, donc 2. De 2 à 1, il y a une flèche, donc 1. Et de 2 à 2, il y a une flèche, donc 1. Voilà, hein, d'accord? Et vous voulez voir combien il y a de chemins qui mènent, par exemple, de 1 à 2, et qui sont de longueur K. C'est-à-dire, par exemple, d'accord, hein, vous prenez ça, ça, cette flèche-là, et vous allez de 1 à 2. Voilà. Donc, il y a beaucoup de chemins de longueur K. Eh bien, le nombre de chemins de longueur K, il faudra, pour aller de 1 à 2, il faudra regarder ce coefficient-là, d'accord, dans la matrice A puissance K, où A, c'est cette matrice-là. Voilà. C'est des petites choses qui font qu'on se retrouve avec des suites géométriques de matrices très faciles. Maintenant, une seconde salve d'application à la réduction et à l'algèbre linéaire plus généralement de la topologie normique. On est toujours sur R ou C. Et donc celle-là, vous allez trouver généralement dans carnet de voyage en algébrie, à l'exception de la dernière. Alors, d'abord, on est sur R ou C. Hein. GLN est un ouvert dense dans Mn. D'accord? Et en général, donc ça, bon, ça c'est vraiment facile, hein, c'est parce que le déterminant est continu, et la densité, c'est parce que le déterminant est polynomial. Ça c'est intéressant, et donc que le polynôme caractéristique n'a qu'un nombre fini de racines. Voilà. Alors donc on a cette densité donc, ouvert et dense, et comme application, on a que le polynôme caractéristique de AB est égal au polynôme caractéristique de BA. Pourquoi? Parce qu'on se sert de la densité de GLN pour se ramener, vu que c'est une identité algébrique, au fait que au cas où A est inversible. Voilà. Hein. Et quand on a une fonction continue qui est nulle sur un ensemble dense, ben, elle est nulle partout. Voilà, c'est ça le grand message. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, cette nuit, j'ai fait un son. Hein, d'accord? Et donc, vous voyez qu'on a quelque chose qui est indépendant de la topologie, hein, que l'on montre. C'est-à-dire que la topologie est arrivée comme un outil. C'est là-dessus où je dis ce sont des applications. Hein, d'accord? Donc, ici, le fait que les matrices diagonalisables sont denses dans Mn de C. Là, on est bien dans C. Donc, là, comment on montre ça? Eh ben, bon, l'idée, c'est difficile à mettre en place, mais l'idée, elle est vraiment très claire. Vous avez, vous partez d'une matrice A et vous voulez montrer qu'il existe une suite hein, de matrices diagonalisables qui tendent vers A. C'est ça, en fait, ce que veut dire ce symbole kabbalistique. Et ici, vous vous ramenez par similitude au cas où la matrice est triangulaire, supérieure par exemple, parce qu'on est sur C. Mais ici, vous avez des problèmes avec les lambda I, parce qu'il peut y avoir des multiplicités. Alors le tout, c'est qu'on tue ces multiplicités en ajoutant une diagonale à T, avec un epsilon positif, qui ne demande qu'à tendre vers 0, mais cet epsilon va faire en sorte que sur la diagonale de T epsilon, il n'y aura que des éléments distincts. Et c'est toujours possible tout en faisant tendre epsilon vers 0. Et donc, T epsilon va être diagonalisable parce qu'on voit sur la diagonale, c'est ça l'avantage des matrices triangulaires, c'est qu'on voit sur la diagonale les valeurs propres. Donc les valeurs propres étant 2 à 2 distinctes, pour T epsilon, ça va être diagonalisable. Et ça va se rapprocher autant qu'on veut de T. Et ensuite, la conjugaison fait son affaire pour montrer dans le cas général. Voilà. Pour R, on n'a pas la même chance, mais on a quelque chose d'autre. Pourquoi on n'a pas la même chance? Parce qu'on ne peut pas se ramener forcément à quelque chose de trigonalisable. Mais par contre, l'adhérence de l'ensemble des matrices diagonalisables sur R, c'est l'ensemble des matrices trigonalisables sur R.
Alors, on se sert du fait que A donne qu'IA est continu, d'accord? Et dans un sens, bon, bah, dans l'inclusion comme ceci, hein, l'inclusion de là vers là, ça, c'est inclus dans ça. Pour montrer ça, bah, c'est exactement comme ça. Hein. De toute façon, on se ramène à une matrice triangulaire et on fait bouger un petit epsilon. Mais dans ce sens-là, c'est pas évident que si on a des matrices diagonalisables et qu'on passe à la limite, on a une matrice trigonalisable. Ben ça, c'est parce que ici, on a des polynômes qui vont être scindés sur R, des polynômes caractéristiques, pardon, qui vont être scindés sur R, et la suite de polynômes caractéristiques scindés sur R, qui convergent vers un polynôme, quand elles convergent vers un polynôme, alors le polynôme est scindé sur R. Alors ça, c'est parce que le fait d'être scindé sur R pour un polynôme réel, unitaire, de degré n, c'est une condition fermée. Et pourquoi c'est une condition fermée? Donc c'est une condition qui définit un ensemble topologiquement fermé, pour la topologie normée de ça. Et pourquoi? Parce que elle peut se résumer au fait que, quel que soit z, im de z en norme, alors on est z dans C, hein, im de z puissance n en module est inférieur au module de P de Z. Voilà ça, c'est un petit lemme qui nous dit que P est scindé sur R si et seulement si on a ça. Et ça nous prouve facilement que l'ensemble des polynômes scindés sur R forme un fermé, et donc on a notre résultat facilement. Mais évidemment, hein, je donne juste des idées de preuve. Je vous conseille de regarder le truc plus propre dans carnet de voyage en algébrie. Et donc, finalement, vous allez me dire, mais ça, c'est pas des applications. Non, ça, c'est des théorèmes en topologie. Mais l'application, c'est qu'on a une preuve expresse de Cayley-Hamilton. C'est-à-dire que Cayley-Hamilton, et on regarde l'application qui a A donne qui a 2A, et ça, on montre que c'est une application continue, de l'ensemble des matrices dans lui-même, c'est continu, et donc on montre que ça s'annule sur les matrices diagonalisables. D'accord ? Ça, c'est facile, parce que ça s'annule sur les matrices diagonales, et ça s'annule sur les matrices diagonalisables, c'est vraiment très facile. Et donc, puisque ça s'annule sur un dense, eh ben c'est terminé. On a cette preuve express, c'est vraiment très joli. Dans le même ordre d'idées, on regarde le commutant de A. D'accord ? Le commutant de A, c'est l'ensemble des matrices de M de C, tel que AM est égal à MA. Ça, c'est un espace vectoriel, et il est de dimension supérieure à n. On peut calculer cette dimension explicitement, c'est pas trop difficile, et on trouve une somme de carrés. Tiens, Pythagore, nous voilà. Mais, en fait, on a quelque chose d'express, encore, grâce à la topologie, c'est le fait que la dimension est supérieure à n. Voilà. Pourquoi c'est supérieur à n? Parce qu'ici, on a quelque chose de mieux que la densité des matrices diagonalisables, c'est la densité des matrices diagonalisables à valeur propre distincte. Parce que ici, on a pris des choses dans la preuve, on le voit. Hein. Donc c'est ce qu'on peut appeler, hein, on met un O, parce que c'est l'intérieur, hein, des matrices diagonalisables. Et l'ensemble des matrices diagonalisables à valeur propre distincte est dense, d'après ce qu'on a prouvé ici. Mais pour ces matrices-là, la dimension ici, c'est facile de voir que c'est n. C'est-à-dire on regarde une matrice diagonale avec que des éléments distincts sur la diagonale, on voit que le commutant, c'est la diagonale. Hein, toujours avec les mêmes arguments que si on commute, alors on stabilise les sous-espaces propres. Et là, tous les sous-espaces propres sont de dimension 1. Voilà. Et là, donc la dimension, c'est égal à n. Mais la dimension, ça, c'est un noyau. Et la dimension d'un noyau, c'est le noyau du commutant, de l'application commutante de A, hein, ça, on peut le voir comme l'ensemble des M, tels que AM moins MA égale 0. Et en fait, un noyau, on a vu que la dimension d'un noyau ne faisait que augmenter par passage à la limite. Donc on a ça. D'accord ? Voilà. Ça c'est. J'aime bien ce truc-là, mais je ne sais pas où le trouver par contre.
Maintenant, je vais terminer par un épilogue que je trouve passionnant à plus d'un titre. Ah, mais c'est fini, je reviendrai plus. L'idée, c'est de dire, bon, bah d'accord, on a prouvé qu'elle est Hamilton, mais on l'a prouvé sur C. Et finalement, cette topologie, c'est un espèce d'entre-soi où ce qui est vrai pour ce qu'on va montrer grâce à la topologie va rester dans R ou C. Et je vais vous montrer que non. En fait, on travaille sur C, on a des propriétés topologiques sur C, et ensuite, on peut les étendre à n'importe quel corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je vous donne une petite idée avec Cayley Hamilton de ce truc-là. Regardez pour n égale 2. Que dit Cayley Hamilton? Il dit que A2 moins trace A fois A plus det A égale 0. Voilà ce qu'il dit. Hein? Qui A de A égale 0. Il dit ça. Si vous prenez A, une matrice avec 4 indéterminés, puisqu'on est n est égal à 2, x, y, z et t, et bien ça, c'est finalement 4 identités. D'accord? Autant qu'il y a de coordonnées dans cette matrice-là. Et chaque coordonnée de cette matrice-là est nulle. Voilà ce que dit Cayley Hamilton. Mais ça, si vous devez calculer A2, regardons sa coordonnée en haut à gauche, donc la coordonnée 1, 1 de cette matrice, bah vous trouvez x2 plus zy, moins, là c'est x plus t, la trace, fois x, puisque c'est la coordonnée 1, 1, et plus bah, la coordonnée 1, 1 de det a, pardon, identité, I2, pardon. Ça, c'est xt moins yz, d'accord? Et donc, en fait, vous avez ici 0. Ben oui, regardez, c'est 0. Hein. x2 se simplifie à x2, zy se simplifie avec zy, et xt se simplifie avec xt. Finalement, on se rend compte que Cayley Hamilton dit des choses, bon, ben voilà, tout ça se simplifie et donne 0. Donc, en fait, après, bon, bah, j'ai fait celui-ci, parce que celui-ci, il avait quelque chose d'un peu plus original. Il a un 0 ici, puisque c'est det A fois l'identité. Et vous avez 4 identités que je ne vous ai pas recopiées, vous avez 4 identités polynomiales. Ce sont des polynômes de z, de x, y, z, t, voilà. Hein. Et on a une famille de polynômes, de n2 polynômes, bon, là, de 4 polynômes, qui sont nuls. Mais qui sont nuls, attention, comme fonction sur C. Mais s'ils sont nuls comme fonction sur C, bah, ils sont nuls sur tout corps. Parce que C est infini. Donc, on peut assimiler les fonctions polynômes avec les polynômes, même si c'est à plusieurs indéterminés. Voilà. Et donc, on a prouvé Cayley Hamilton, par cette preuve expresse, on a prouvé Cayley Hamilton sur le corps K, sur un corps K quelconque. Voilà. De la même manière, on peut adapter cette preuve et dire ce sera vrai sur un corps K quelconque. C'est-à-dire que, je terminerai là-dessus, hein, cette topologie des espaces vectoriels normés, elle semble donner des applications uniquement sur R ou C, mais en fait non, parce que l'algèbre, les fonctions algébriques ont des propriétés universelles. Hein. Voilà, je m'arrêterai sur cette parole de paix et d'espoir. Je suis le ministre de celui qui a dit frappez et l'on vous ouvrira. Alors, je frappe à votre cœur. Connaîtrez-vous à la porte? Connaissez-vous?